Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, on a une petite heure et demie autour du projet de Avatar aujourd'hui. Un projet qui a été élaboré il y a plusieurs années. On va un petit peu en parler dans ses principes, son fonctionnement. L'organisation de la prise de parole et du moment d'animation, c'est que nous allons avoir une petite demi-heure entre moi-même, Étienne Armand Amato, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, Annick Dessa, qui est docteur en psychologie et ergonomie, qui a donc monté une bonne partie de ce lieu, qui nous en parlera, avec la Cité des sciences et de l'industrie. Nous aurons en plus de parole Étienne Périni, qui est à l'origine de l'idée de devenir Avatar, et aussi Kevin Bofis, qui nous évoquera son travail ici autour du dispositif qui est accueilli en résidence. Voilà, donc ça c'est la prise de parole qui va durer une demi-heure 40 minutes, après laquelle vous pourrez essayer directement le dispositif pour ceux qui le souhaitent, de telle sorte que, voilà, entre les images, entre les images que vous voyez à l'écran et l'expérience elle-même, c'est intéressant de faire la différence, de voir ce qu'il en est. Bon, évidemment, ici, il y a toute une offre dont on va parler un petit peu, une offre d'expérience vidéoludique, des consoles, des bornes, et donc cette installation est un peu particulière dans ce contexte, puisque elle est à la fois dans des conditions différentes, avec un casque, un rideau, et aussi derrière une vitre blindée qui donne un peu son statut d'expérience scientifique protégée. Alors, un petit peu pour introduire le propos, on est dans un monde de jeux vidéo ici, à Lille, qui a été investi par la Cité des sciences et de l'industrie. Alors peut-être, avant de rentrer dans pourquoi l'avatar est devenu une des figures importantes du monde du jeu vidéo, en quoi l'étude de l'avatar et du corps du joueur qui manipule un petit personnage est essentielle, peut-être qu'on peut peut-être resituer un peu la variété des dispositifs qui sont expérimentés ici, et puis la manière dont la science se constitue pour un public qui arrive et qui découvre peut-être quelques mesures ou quelque chose de bizarre à droite à gauche. Donc je te donne peut-être quelques mots là-dessus. Ok, alors, pour resituer un peu le contexte de cet espace, la Cité des sciences a créé plusieurs animations, plusieurs espaces, plusieurs expos autour du jeu vidéo. C'est la deuxième. Celle-ci, c'est la deuxième. Il y en a une en 2013 qui s'appelait Jeux vidéo tout simplement, qui était juste derrière en fait, et qui était une expo temporaire de 9 mois, où on présentait totalement autre chose, d'autres dispositifs d'interaction, d'autres dispositifs d'autres types de jeux, etc. Ça a très bien marché, tellement bien que la Cité des sciences a voulu aller plus loin et proposer quelque chose de permanent, puisque cet espace, ce second espace va devenir permanent, plus ici, mais juste à côté. Donc la Cité des sciences va rester, va garder en fait ce thème. Alors, il a été construit autour d'un différent type de noyau. Le principe, c'était de proposer en fait des expériences augmentées. On a trois situations. On a une situation de DBS, une situation de course de simulation et une situation d'arcade, confrontation, plus des bornes et plus des jeux mobiles. Chaque situation, chaque type de jeu en fait est augmenté, puisque par exemple le sol vibre, les lumières en fait se calent par rapport au type de jeu. Pour la simulation, on a un volant, on a une soufflerie, on a des odeurs, etc. Et c'est pareil pour l'arcade, on a tout un tas de systèmes pour augmenter l'immersion. Donc ça, c'est le principe de départ, c'était on va créer différents types de systèmes pour que ce ne soit pas comme à la maison. Les jeux qui existent tous, Ring il existe, il est sorti depuis longtemps. Project Cars 2 c'est pareil, et Street Fighter 5 c'est la même chose. Donc dans ce contexte-là, on augmente en fait l'expérience. Et en plus de ça, sur les côtés en fait, à côté de chaque jeu, il y a 3 écrans. Alors, ces 3 écrans, ils sont là pour recueillir l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que la
personne-là qui arrive, en fait, avec le C et le schéma, en fait, on récupère des données de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on va récupérer le regard, on va voir le regard, on va regarder ce qu'elle fait, quel type d'émotion elle a, etc. Donc, les 3 jeux qu'on a ici, à chaque fois, on récupère des données, des data en fait des joueurs. Alors, ces data sont récupérées à la volée en temps réel, puis on les synthétise à la fin du jeu. À la fin de sa session qui dure entre 3 minutes et 5 minutes, ça dépend du type du jeu. Donc, ça c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas à la Cité des Sciences, même très peu ailleurs, pour présenter, quand on récupère des data d'un joueur ou de quelqu'un, à quoi ça sert. En l'occurrence, là, ça sert à, entre guillemets, s'évaluer pour voir, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment, etc. Dans un dispositif en 2013, on avait fait ça sur une petite borne et on comparait en fait les joueurs experts avec les joueurs novices et on voyait en fait comment un joueur novice pouvait s'améliorer pour arriver en fait jusqu'à un comportement d'expert. Donc voilà. Donc tout ça, on récupère toutes ces données-là, on en a des milliers pour l'instant et en fait on va les analyser et ils seront proposés à tout le monde sur une plateforme pour que les chercheurs, des développeurs, etc. puissent en fait récupérer ces données et les traitent et les analysent. Ça, c'est le principe de cet espace. Là, on a 3 dispositifs et l'année prochaine, parce que le second espace est dans l'année prochaine, on aura 5 avec d'autres types de jeux, puisqu'on aura du FPS et on aura du STA. Ce sera la même chose. Mais avec d'autres types de situations et avec d'autres types de jeux. Donc voilà, c'est l'espace qui a été construit autour d'expériences augmentées et autour de la data, puisqu'on récupère de la data qu'on traite et qu'on redonne aux utilisateurs et tous ceux qui le veulent sur une plateforme d'équipe. Même si effectivement c'est le propre du numérique de générer des données utilisateurs, ne serait-ce que pour que le jeu sache comment se comporter, et que on a ici en plus des dispositifs qui sont souvent utilisés, le eye tracking, la sudation pour améliorer les jeux. Donc on a quand même un enjeu pour le public de se dire les jeux ne sont pas seulement des œuvres d'auteurs ou d'informaticiens ou d'artistes, ce sont aussi des systèmes qui sont améliorés, qui sont testés, qui sont régulièrement observés par des psychologues, par des motriciens, par tout un tas de spécialistes. Et là, c'est vrai que la restitution à l'utilisateur lui-même permet de comprendre un peu ce qu'on a fait sous un écran. Alors c'est donc dans ce contexte que l'espace qu'on voit derrière la vitre a été imaginé. C'est un espace de recherche offert aux scientifiques qui, comme nous, essayons de bricoler, de réaliser des expériences pour donner un peu plus de profondeur et de compréhension à ce que l'on vit tous les jours. Et dans ce que l'on vit tous les jours, eh bien, il y a donc le phénomène bien connu de l'avatar, qui est on va dire, un des personnages centraux. Donc, là, j'ai choisi cette vidéo pour mettre en évidence que dans beaucoup de jeux massivement multijoueurs, mais aussi dans des jeux simplement solo comme GTA, on a au centre de l'écran un personnage qui est manipulé par le joueur, qu'on appelle le personnage joué et qu'on appelle aussi l'avatar, et que durant des heures, la plupart du temps les parties sont extrêmement longues, on va travailler, on va visiter des univers avec ce personnage et utiliser ce corps qui est programmable et qui est prévu pour pouvoir combattre, sauter, survivre, etc. dans plein de situations complexes. Et donc ce personnage, c'est un peu la figure du héros qui, dans les jeux vidéo, a pris une importance grandissante, puisque c'est ce qui assure de focaliser, de mettre toute sa force et son attention et ses compétences dans la progression de son personnage. Donc on l'appelle de plus en plus depuis les années 80 Avatar, parce que c'est un peu une forme d'incarnation du joueur qui, comme vous le voyez, est transformé. On ne sait pas si derrière ce personnage c'est une fille, un garçon, un jeune, une personne plus âgée, un riche, un pauvre. Donc l'avatar, c'est vraiment une créature programmée
qui est adapté à l'univers dans lequel on va. Alors du coup, avec beaucoup de chercheurs sur la planète, on s'interroge sur les effets qu'ont la pratique intensive de l'avatar. Quand vous passez 12 heures chez vous à manipuler un avatar, quand vous êtes très heureux parce que vous avez acquis des pièces d'or, des points d'expérience, des chevaux, vous avez vaincu des dragons, pour prendre l'exemple médiéval ici, c'est évident qu'on a une forme de développement personnel à travers l'avatar, pour parler dans des termes assez simples. A contrario, si votre personnage ne fait que des échecs, ne réussit pas très bien sa courbe de progression, on va être déçu et peut-être qu'on va abandonner le jeu, ou même on va inventer un autre personnage qu'on va fabriquer exprès pour recommencer. Et c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, une artiste avec qui j'ai travaillé, qui s'est enfermée entre guillemets pendant 3 semaines dans une pièce pour jouer à ce jeu. Enfin, c'était World of Warcraft, et son premier personnage, elle a tout raté avec, elle était très déprimée quand elle jouait avec, et puis à un moment donné, elle a décidé de régénérer un nouveau personnage pour mieux jouer, et elle allait beaucoup mieux. Donc là, on parle d'effets psychologiques, d'émotions, d'investissement, et c'est vrai que on parle ici aussi de vie sociale, puisque les avatars sont la plupart du temps en société. Toutefois, quand on pense à Assassin's Creed, qui est donc une licence française très connue, on voit qu'on est seul dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de camarades, et que l'on a aussi ce personnage vu de dos, qui est capable de prouesses, de sauter sur des murs, de grimper. Alors là, c'est un petit extrait qui a été trouvé sur YouTube, où les personnes mettent en valeur le fait qu'ils ont grimpé tout en haut d'un édifice. On voit la ville comme ça de manière magnifique, et on voit qu'il a activé une fonction particulière. Donc il y a une satisfaction profonde de manipuler ce personnage, et en l'occurrence, la plupart du temps quand il agit, on le voit de dos, et ici exceptionnellement on le voit de face parce qu'il fait un peu le tour sur lui-même. Alors il n'y a pas que des avatars dans cette vision-là, on a des jeux où vous savez vous tirez à la première personne, les jeux de tir à la première personne, on voit juste une main devant soi. Mais nous, pour devenir avatar, on s'est intéressé uniquement au cas de figure où les gens se voient de dos. Alors voilà, là, à un moment donné, c'est assez amusant, cette personne, ce joueur décide de jeter son avatar dans le vide. Bon, coup de chance, il a prévu son coup, il tombe dans un grand tas de feuilles, et donc il survit, mais bon, s'il était tombé sur une pierre, on imagine qu'il y aurait eu des dégâts. Alors c'est dans ce cadre-là que moi je fais des conférences et j'explique des choses qui sont assez amusantes sur les avatars, mais aujourd'hui, si on a beaucoup de formes de représentation de soi dans beaucoup de domaines, il y a des mondes de jeux qui, alors je cherche le passage où il y a Second Life, qui est un jeu dans lequel vous pouvez voyager, alors je ne sais pas que ce soit là, vous pouvez voyager de manière assez agréable en volant, qui est un classique de ce type de jeu. Alors nous avons eu l'idée, donc c'est Étienne Perry qui a eu cette idée-là, à un moment donné, de prendre un petit peu le joueur homo, et on a décidé de concevoir un dispositif original que tout le monde pourrait... alors oui, voilà, le vol sur Second Life. Alors Second Life, c'est un mode de jeu simulé, et la plupart du temps, il y a un mode de déplacement qui consiste à faire comme Superman. Bon, on se déplace en survolant l'univers, et puis on est content parce que il y a une fluidité qui est beaucoup plus rapide dans le déplacement que simplement marcher le monde. Et puis en plus, on peut un peu survoler, parce que les gens fabriquent des bâtiments, fabriquent l'univers complètement. On arrive un petit peu à être non seulement un Superman, mais un observateur qui prend la mesure de ce qui l'entoure. Alors peut-être que on peut te donner la parole, Étienne, si Annie tu veux bien passer le micro, ou si tu veux bien venir dans le champ visuel, peut-être à droite de l'écran. Donc en fait, avec Étienne, on travaille depuis des années, on a écrit un bouquin qui s'appelle « L'avatar joie des mondes numériques ». Et puis on cherchait à dépasser juste le commentaire, la parole sur qu'est-ce qu'il en est, quels sont les témoignages. On a fait un ouvrage, il y a des artistes, et on s'est demandé comment faire. Et c'est là que, quelque part, tu as eu, toi qui avais expérimenté bien beaucoup d'installation, une idée. Voilà, donc l'idée qui effectivement fait que ça existe, ce dispositif, ça, parce qu'en fait, devenir avatar, ce projet, c'est un dispositif, c'est
d'un côté, prendre, comme Étienne l'a déjà dit, Armand l'a déjà dit, prendre les joueurs au mot, parce qu'on a fait beaucoup d'entretiens, il a déjà parlé de l'artiste qui a complètement changé un peu sa personnalité. Les gens disent toujours « je suis là-bas », je suis là-bas, j'y suis, donc ils disent ça. Alors, la question c'est comment faire quelque chose qui ne suppose pas de passer 3 semaines dedans et de faire que ça, qui soit à la fois assez rapidement appropriable et en même temps permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe, donc de faire des mesures. Et donc l'idée était de reprendre finalement quelque chose d'assez vieux qui est un des premiers trucs de la télé de Jean-Christophe Averti, c'est l'incrustation. Donc de filmer la personne de dos et de l'incruster dans un monde virtuel où il va pouvoir faire des choses. Alors ce qu'on a choisi, c'est cette espèce de paradigme du vol, puisque effectivement c'est quelque chose qui est maîtrisable assez vite. On va survoler, de nous arriver les aventures. Et le dispositif est fait de telle manière qu'en même temps on puisse faire des mesures physiologiques sur quels muscles sont mobilisés, ou en neuropsychologie. On sait beaucoup de choses maintenant sur le cerveau, sur la personne, quand il y a des expériences de sortie du corps, qu'on appelle est-ce que effectivement je suis vraiment sorti de moi-même et je suis dans cet avatar. Et là voilà, ce dispositif permet d'essayer de mieux comprendre de ce qui se passe vraiment à travers des mesures tout à fait scientifiques dont le background scientifique est la neurophysiologie ou la neuropsychologie. Absolument. Alors avec donc plusieurs niveaux de différence, parce que habituellement dans les jeux vidéo, on l'a vu avant, on a un personnage qui est donc autre que soi. Donc là, on a déjà une originalité, c'est qu'on est soi-même remis à l'écran par le biais de l'incrustation, comme a dit Étienne. Et donc c'est un peu bizarre parce que dans les jeux vidéo, on s'attend à vivre des choses extraordinaires en tant qu'un autre, en se travestissant ou en se déguisant ou en manipulant une autre entité que soi. Donc là, il y a quelque chose un peu bizarre pour les gamers, la plupart du temps, ils disent « mais c'est moi, c'est bizarre ». En même temps, on a constaté dans les Second Life et dans beaucoup de jeux où on peut se fabriquer son avatar qu'il y avait 2 stratégies, soit être très différent de soi, et si je suis grand, jouer un nain, si je suis une fille, jouer un garçon, donc vraiment l'opposé, ou alors faire un personnage qui est très proche de soi. Donc, c'est pas inhabituel dans les jeux vidéo de ressembler d'essayer de se ressembler soi-même. Bon là ici, une autre différence, c'est que c'est pas un personnage de synthèse, c'est un personnage vidéo. Alors il faut savoir que, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'expérience dans l'extrait avec Assassin's Creed, vous voyez ici le personnage, on voit tous ces mouvements ont été programmés, ont été organisés, et qui donnent l'impression d'être réalistes. Et du coup, il y a parfois des avatars qui ne sont pas bien faits, qui sont mal programmés, et qui font des gestes un peu mécaniques, qu'on a du mal à reconnaître. Alors évidemment, dans les bons jeux, ils font attention à ça, mais quand on est filmé soi-même, c'est sûr que c'est les bons gestes, puisque si je bouge le bras, c'est la manière dont un être humain bouge le bras, et pas la manière dont un animateur ou un programmeur a décidé de faire la marche ou la silhouette. Donc il y a quelque chose de fidèle, complètement fidèle, au corps humain, tel qu'il fonctionne lorsque on le filme comme ça, oui. Voilà, et qui permet effectivement de s'identifier. Enfin, donc toute la question c'est est-ce que je suis vraiment suffisamment identifié à cet avatar pour que ce soit vraiment moi là-bas. Et donc le dispositif ou la manière de filmer que c'est vraiment soi, qu'on voit, effectivement va accélérer, va donner une plus-value à ce niveau de l'identification à soi, identifier à l'action, à ce qu'on fait soi-même, et à cette manière tout à fait immersive de se voir soi-même dans un environnement spécifique où il se passe des choses. Vous allez voir. Complètement. D'autant que c'est un peu le paradigme du miroir, c'est-à-dire que quand on est dans un miroir, il n'y a aucun doute qu'on est bien. C'est bien nous. Alors, vous voyez, il y a des gens qui, dans le délire, dans le genre,
se sont amusés, ça on l'avait vu, on le devinait bien, un jour à se mettre une caméra dans le dos, dans la réalité, hein, pour faire comme s'ils étaient dans un jeu vidéo. Donc il y a eu plein d'expériences par ailleurs hein, qui ont un petit peu été dans la logique où je me prends moi-même comme dans un jeu vidéo, sauf que, vous voyez là, la personne elle n'a pas de casque sur la tête. Hein. C'est juste son image à elle qui donne l'impression. Vous voyez l'ombre qu'il a bien la caméra fiction au dos. Voilà, donc il y a une caméra, mais alors il y a des artistes ou des expérimentations dans lesquelles la personne voyait quoi? Avait un casque devant sur la tête, un casque vidéo, et il se voyait agir. Ce qui fait qu'en fait il avait l'impression d'être dans son dos lui-même. Et il se prenait son propre corps comme un petit personnage, sans aucun doute, puisque là non seulement il se voit, mais il voit le paysage autour. C'est là où la notion de réalité mixte apparaît, parce que vous voyez là, on est dans la réalité filmée, et dans Assassin's Creed c'est la réalité de synthèse. Si on passe dans notre système, à nous, dans l'avatar volant, eh bien on s'aperçoit que on est au milieu des deux, c'est-à-dire que on a le personnage qui est réaliste, hein, il est filmé ici, et autour c'est un univers de synthèse. C'est ce qu'on appelle la mixed réalité, la réalité mixte. C'est ni la réalité virtuelle c'est synonyme de réalité informatique complète, ni la réalité augmentée. La réalité augmentée c'est ce que vous imaginez quand vous regardez avec votre téléphone un lieu et que vous avez des informations dessus. C'est une réalité qui mélange plusieurs types de réalité. Donc, réalité mixte, se voir soi-même agir, donc aucun doute, comme dans un miroir, si je fais comme ça dans un miroir, c'est noir, mais sauf qu'on se voit de dos, et c'est inhabituel de se voir de dos. À part les jeux vidéo, quand on est devant un miroir, c'est frontal. Donc nous, on parle de relation dorsale, parce qu'on se voit de dos. Alors ici, vous voyez, l'univers était vert à l'époque, parce qu'on faisait des réglages pour savoir quel est le type d'univers. C'est très simple, hein, là, vous voyez maintenant la couleur qu'il a. Cet univers vert, c'était un essai, puis on s'est rendu compte que c'était un peu trop, verdoyant. On a fait d'autres variantes qu'on va un peu expliquer, un peu bizarres, où on est ici dans la Station Spatiale Internationale. Donc en fait, c'est un modèle de la station spatiale où on peut se déplacer, on peut en sortir et devenir un avatar technique et bon se sauver. Ça, c'est encore une autre version. Alors, attends, restons sur la station internationale, qui était vraiment une expérience, puisqu'on a le vol, comme on l'a vu tout à l'heure, et là, c'est un peu différent du vol, Donc, c'est pas du vol, on est en train de flotter, et voilà, on se ressort tous, voilà. Là, à un moment où on sort, on devient, finalement, soi-même dans un scaphandre, on peut survoler, donc, les voir de l'extérieur, la station spatiale, et ensuite c'est scénarisé un peu comme s'il y avait eu un incident et il faut regagner la capsule de secours et effectivement dans l'espace, il faut la rejoindre en visant, etc. Donc je ne sais pas si cette séquence est passée un peu trop vite. Voilà. Et alors la dernière, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait aussi donc une carte disant un essai avec encore un autre dispositif. Donc on est quelque part le surfeur d'argent, donc on est sur un surf et on est en train de surfer à l'intérieur d'un haut tour, dedans, parmi des tours, dans un espèce d'univers d'immeubles abandonnés, etc. Voilà, donc c'est des variantes de notre c'est des variantes du système de base qui est le premier, qui est dans cet environnement un peu bon, on dirait que c'est une planète, c'est peut-être la nôtre, c'est peut-être pas la nôtre, donc c'est quelque chose. Ouais, un petit peu, on sait que c'est pas chez nous entièrement, voilà. et en fait on sait alors donc c'est un peu un nouveau monde. Voilà, donc on met un casque, vous allez voir que la personne, enfin vous voyez déjà, la personne qui est incrustée a un casque. Et donc le fait de mettre un casque, c'est vrai que dans la réalité virtuelle, en général, on n'a pas d'avatar. On met un casque pour être carrément à la place de la personne qui agit. Éventuellement, on va voir ses mains, mais on est en vision subjective, comme on l'appelle. Alors nous, on a préféré plutôt rester dans la logique du jeu vidéo, et puisqu'on essaye de mesurer un peu l'état du corps, en fait, ce qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on a demandé aux gens de donner leur impression. Pourquoi ? Parce que si on vole,
Alors c'est inhabituel de voler, ça fait partie de l'extraordinaire du jeu vidéo. Si on est sur un surf aérien, ce genre de surf, il existe quelques drones qui ressemblent à ça, il y a des essais, mais bon, c'est pas habituel. Ou si, encore plus inhabituel, on est dans la station spatiale internationale, et là c'est réservé à quelques personnes sur la planète, une fois de temps en temps, de partir en fusée, rejoindre à 400 km d'altitude l'ISS. Donc on est dans une situation extrêmement originale, extraordinaire, et où on a des sensations corporelles bizarres. En apesanteur, voilà, on va être en train de flotter. Et du coup, on voulait savoir, et on cherche à savoir si on peut reproduire un petit peu ces sensations qui feront penser à ce qu'on ressent quand on flotte, quand on tombe, quand on survole quelque chose, ou quand on n'a carrément pas du tout de gravité. C'est pour ça qu'on a fait passer des centaines de personnes avec un questionnaire, et on a découvert des choses dont on pourra parler, mais juste par exemple des gens qui avaient fait du parapente ou de la plongée sous-marine, ressentaient des sensations corporelles, et on a eu la chance de pouvoir faire passer les cosmonautes aussi, qui avaient l'impression, en tout cas, que ça pouvait peut-être, à certaines conditions à régler, susciter des rappels de ce que le corps a vécu, parce que le corps a une mémoire qui n'est pas tout à fait la même mémoire que celle de nos souvenirs qu'on peut remettre en image, qui est une mémoire de sensations et d'émotions et de vraiment de ressentis physiologiques, hein. Et du coup, avec cette expérience, on a un écart, là on peut en parler, entre ici, vous êtes sur un rideau, devant un rideau debout, et quand vous vous voyez à l'image, vous êtes ailleurs, en train de flotter, de voler ou de surfer. Donc c'est ce fameux écart qu'on a désigné avec des mots savants, comme la bilocalisation, l'écart de référentiel, enfin voilà, plein de mots que les savants, les scientifiques aiment bien utiliser. Pour décrire un peu ce qu'ils font, ce qui n'est pas toujours compréhensible. Donc c'est pour ça que nous on tient à ce que les gens puissent expérimenter nos dispositifs et que ce soit suffisamment simple pour être compréhensible. Complètement. Même au point que, juste pour exemple, en parler à Laval Virtual, donc pour faire le raccord, on a pu faire voler par exemple une maman avec son bébé, qui est quand même une situation assez originale pour elle et pour nous. Inattendue, puisqu'elle avait un casque, vous voyez le casque sur les yeux, elle se fait filmer de dos, donc son enfant, on ne le voit pas beaucoup, hein. Et là c'est ce que le public voyait sur le retour de l'écran. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que, alors bon, là l'expérience, vous allez la voir, vous allez voir des gens passer, donc ce sera plus précis, mais quelque part, elle était tellement absorbée par l'activité, par le fait qu'elle voit les choses au casque, qu'à un moment donné, son enfant s'est un peu réveillé en disant mais t'es plus là maman quelque part. Hein. Voilà, absolument. Et ensuite on a discuté avec elle et effectivement elle nous a dit qu'à ce moment-là, elle était vraiment partie, elle était dedans, et en fait l'enfant l'a senti. A senti que bien qu'il soit sur le ventre de sa mère, que sa mère quelque part n'était plus là. Voilà, elle était plus en avant présence. Et elle a eu une réaction voilà, un petit peu instinctive. Qu'elle a senti aussi elle. Donc c'est ce genre de cas de figure improbable qu'on peut vivre quand on fait un festival où il y a 280 personnes qui vont passer. Vous allez avoir la personne qui a eu un accident de ski qui se rappelle les sensations lorsqu'elle est percutée. Vous allez avoir celui qui adore l'aviation et qui trouve qu'on ne peut pas manipuler son avatar aussi bien qu'un avion. On va avoir plein de gens qui ont ce qu'on appelle un référentiel d'expérience différent, et qui sont donc plus ou moins proches de l'expérience qu'on leur fournit. De telle sorte que on est quand même devant une diversité d'individus, donc le but c'est pas de fournir automatiquement la même expérience à tout le monde, mais au contraire de voir comment le dispositif, la même expérience va créer des différences chez les uns et les autres. On appelle la psychologie différentielle. Voilà donc un exemple. Et à ce stade, peut-être un autre sur le... Voilà, donc ça c'est aussi la manière dont on a fait passer les gens dans la Station Spatiale Internationale. Et on voit que là, vous voyez, dans tous ces systèmes, il y a ce qu'on appelle une métaphore d'interaction. Comment est-ce qu'on agit? Voilà. Et là, effectivement, la métaphore est que finalement, dans la station, en fait, les astronautes se repoussent du pied ou attrapent avec la main. Donc, en fait, là, on demandait à la personne de s'accouper un peu, en fait, finalement, donner un coup de pied ou essayer de tendre la main
Et la progression se faisait comme ça. Donc on essaye toujours d'être un petit peu dans une démarche analogue à ce qui se passerait, donc demander des gestes analogues à ce qui se passe dans le monde réel et dans le monde virtuel. Absolument, en sachant qu'il y a un effet. Dans des logiques, là il y a une logique spéciale de la pesanteur qui est là, ou le vol qui est effectivement avec les bras écartés, ou etc. Alors, il faut savoir qu'on appelle cybersickness, c'est-à-dire la maladie de la réalité virtuelle, enfin, un mal-être, qui est l'équivalent de quand vous avez pris le train, ou que vous êtes sur un bateau, ou que les choses flottent. Donc on ressent, il y a une partie de la population qui ressent une sorte de nausée lorsque elle est avec un casque de réalité virtuelle. Alors, on étudie aussi, c'est un petit peu ça, de savoir dans quelles conditions, et on utilise un peu le même principe pour non pas créer une nausée, mais pour créer une sensation de flottement, une sensation de balancement. Alors, je vais vous montrer un tout autre dispositif qu'on n'a pas fabriqué, mais qui est sorti un peu en même temps, qui s'appelle Birdly. Et Birdly, c'est une autre disposition, mais où l'activité, c'est le vol aussi. Et c'est pour vous montrer la différence avec notre système, que vous allez voir à l'œuvre dans quelques minutes. Alors Birdly, vous voyez, c'est une sorte de grosse planche à repasser mécanique, ou un exosquelette, enfin voilà, un système mécanique, oiseau, voilà, avec des ailes qu'on peut agiter. La personne, alors, elle a un sacré sensation, puisqu'on est horizontal et on vole. Et elle a un cadre de réalité virtuelle en vision subjective, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas comme dans notre système. Ça marche très bien. Moi j'ai essayé, j'étais parfaitement malade parce que j'ai pas supporté à un moment donné de tourner autour des immeubles de New York. Et voilà ce qu'elle voit dans ce que regarde la personne qui expérimente, c'est ça. Elle voit beaucoup mieux ça, parce que ça c'est la... Ouais. Vous imaginez que comme les jumelles... Le casque filmé, mais ce qu'on voit dans le casque, c'est bien... une image unifiée. Et alors, en fait, juste pour dire que ce dispositif maintenant, ça c'était un proto, mais ce dispositif maintenant, il y a une... Là, dans la MK2 grande bibliothèque, il y a une espèce de section virtuelle, et il y a la version maintenant publique de ça. Vous avez un ventilo qui est dessus, et voler dans New York comme un faucon. Voilà, et là vous constatez que la personne, quand elle plonge, son corps plonge, quand elle remonte, son corps remonte. C'est-à-dire que contrairement à notre système, où on est debout devant le rideau vert et on va voler, ici on est complètement homogène, c'est-à-dire que la personne est dans la même position que son oiseau. Quand elle bouge les ailes, son oiseau, entre guillemets, enfin lui en tant qu'oiseau, bouge les ailes. Et il ressent un vent, donc c'est complètement identique. Et ça marche bien pour ça. Donc nous on a choisi volontairement de ne pas être dans cette philosophie de l'identique, mais de créer des différences pour créer des perturbations et un écart. En sachant qu'aujourd'hui on est dans un moment de société où vous avez de plus en plus de salles d'arcade de réalité virtuelle. Avant les salles d'arcade, on en a à des bords ici à Lille, c'était vraiment le lieu du jeu vidéo. Et le jeu vidéo continue à exister puisque finalement les casques de réalité virtuelle c'est qu'un système d'affichage, mais qui s'inspire beaucoup de la réalité virtuelle. Et donc un des enjeux aussi de recherche, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui va stimuler, qui va exciter les gens à aller faire le samouraï qui casse des briques, courir sur les murs avec un système de réalité virtuelle. Alors là vous avez vu Birdly, je vais revenir au système et puis je vais peut-être donner la parole à Kevin qui lui donc notre système c'est pas celui-là, c'est celui qui est là-bas. On va y revenir et on a la chance de travailler avec la Cité des Sciences et de l'Industrie avec laquelle on est donc en partenariat pour arriver à imaginer de nouveaux thèmes, de nouvelles expériences qui vont favoriser l'amélioration ou la compréhension de ce qui se passe avec les avatars. Donc on est dans une résidence scientifique, c'est-à-dire que notre projet a été accueilli dans le local là, et avec l'aide de l'UTIN, le laboratoire LUTIN, le laboratoire des usages des technologies d'information numérique, on essaie d'imaginer de nouvelles manières de tester notre système. Alors là vous voyez le scénario du système, on vole de manière libre, on apprend à maîtriser, après on rentre dans un canyon. Le canyon, vous allez le voir, c'est un peu une sorte d'épreuve où il ne faut pas trop toucher les bords, sinon il y a une collision. Et ensuite, il y a une troisième épreuve, vous avez des astéroïdes qui arrivent et qui peuvent vous toucher. Et quand ils vous touchent,
il va se passer une transformation. Le corps, c'est le vôtre. Évidemment, on ne peut pas vous musculer, alors on ne va pas vous donner un coup, mais le corps, il est impacté et il se transforme en avatar bleu. C'est comme une sorte de sauvegarde, en tout cas un personnage qui montre que, voilà, c'est un feedback visuel, comme on l'appelle, pour montrer que vous avez eu un impact. Et cette épreuve, c'est aussi pour sentir, au départ on l'a imaginé, pour savoir est-ce que la personne sursaute, est-ce qu'elle a mal, est-ce qu'elle est essoufflée, est-ce qu'elle a une sensation. Alors on en a eu un l'autre fois, Kevin, au Collège de France, parce qu'on travaille avec Alain Berthaud au Collège de France, un chercheur qui a eu carrément une sensation d'énergie dans le corps. Il a été touché par un astéroïde, il nous a décrit qu'il avait eu comme une suffocation soudaine, en fonction, parce qu'il avait été impacté. Voilà. Donc je vais te laisser un peu la parole, Kevin, si tu veux bien. Étienne, tu veux rajouter un truc? C'est juste pour dire que vous voyez bien, bon, on a énormément de vidéos et en fait on essaye de, quand quelqu'un passe l'expérience, on l'interroge, on lui fait remplir un questionnaire, c'est filmé et c'est dépouillé. Oui, et donc derrière tout ça, il y a une espèce de théorie qui s'appelle la théorie du double. C'est qu'en fait on a quelque part dans le cerveau un double de soi. C'est celui qui rêve. Quand vous rêvez, vous n'avez aucune sollicitation extérieure. Hein, vous êtes en train d'être en sommeil profond, comme on dit. Et en fait, le cerveau simule un monde, simule vous-même, ce que vous voir dans un rêve. Et en fait, c'est quelque chose autour de ça qui nous sert d'analyseur pour comprendre mieux l'avatar et les jeux vidéo. Avec l'idée que le double que l'on a chacun de nous-mêmes en nous, le double qui permet de faire une course automobile dans ses rêves, on va l'utiliser pour manipuler un avatar. C'est-à-dire on utilise non seulement les commandes, les touches, mais l'hypothèse un peu en sous-jacent, c'est qu'on fixerait, on développerait une projection de soi dans l'avatar, et qu'on utilise le double de la simulation propre à notre cerveau avec le double de la simulation propre à l'informatique, pour le dire autrement. Voilà, et que c'est pas forcément, alors c'est justement la question, c'est quels sont les mêmes mécanismes neurophysiologiques, ou est-ce qu'il y a des circuits spécifiques, ou est-ce qu'il y a des circuits qui ne sont pas exactement les mêmes, mais un petit peu différents. Donc c'est ça le côté, disons, neurophysiologique de cette affaire. C'est une parfaite transition vers Kevin qui va prendre le micro, qui est donc masterant à l'Université Paris 8, qui s'intéresse au rapport avec le corps et les images. Donc je te laisse la parole, et qui participe et contribue à la résidence scientifique ici, pour essayer d'imaginer à la fois d'initier le public et puis de faire des choses pour lui-même et pour la science. Alors, merci Étienne pour l'information. Donc, je suis chercheur en psychologie de la cognition, c'est-à-dire que je m'intéresse notamment au comportement humain et aux processus psychologiques qui peuvent expliquer ces comportements. Et du coup, je me sers du dispositif fait par Étienne, Armand Mathieu et Étienne Pérémy, et de la collaboration possible avec la Cité des Sciences. Et Alain Berthaud, on est trois. Et Alain Berthaud. Pour pouvoir, du coup, développer un protocole expérimental qui servira à une recherche de thèse ultérieure. Donc, je cherche exclusivement je m'intéresse surtout aux processus qui permettent l'implication vers un individu ou vers un monde qui n'est pas vu, un monde virtuel, soit qui peut être un monde de vidéo ou ce monde-ci, mais aussi un monde dans le cinéma, etc. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, mon travail ici, qui va durer du coup tout l'été, donc je serai tout l'été, ce qui vient de passer, ce sera dans un premier temps, présenter le dispositif et pouvoir l'expliquer. Donc, je vais expliquer déjà plusieurs personnes, notamment les classes, comment ça marche, pourquoi on utilise tel matériel, etc. Mais également tout le développement de ce protocole scientifique, en testant les variabilités des différentes personnes. Oui, alors pour être peut-être un peu plus précis vis-à-vis de concrètement comment ça va se passer, là vous avez la version de base. On va essayer de mettre au point une version jeu vidéo dans laquelle vous n'avez pas de casque, mais vous avez un écran, et c'est pas vos bras qui commandent, mais c'est un joystick. Pour voir si, en revenant à la version classique du jeu vidéo, les gens éprouvent des sensations aussi fortes. Et la deuxième variante, ce serait celle où... Ce serait la variante du point de vue subjectif avec le point de vue à la troisième personne.
C'est-à-dire que j'essaie de savoir de quelle manière la personne se sent le plus impliquée dans le nouveau monde. Est-ce que c'est en se voyant soi-même, comme on a pu le voir sur les vidéos ou dans les jeux tels Symétrique, ou est-ce que c'est en une vue subjective où justement on ne verrait pas l'avatar, mais on verrait directement le monde et nos actions interagiraient directement avec le monde et sans avoir le retour visuel de notre corps. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait en fait une approche comparative. On compare plusieurs situations et on essaie de cerner quand est-ce que la personne est plus impliquée, a l'impression de voler, a l'impression d'être violentée par les astéroïdes, etc. Donc peut-être que ceux qui... Donc là on a la possibilité de vous faire passer, quand on met faire passer, donc alors le plan de 3 minutes. Alors son avantage c'est que n'importe qui connaît pas les jeux vidéo peut facilement la réaliser. Il suffit de se mettre debout devant l'écran vert, de revêtir le casque pour se voir soi-même et puis d'entendre des instructions qui consistent à lever les bras et à bouger un petit peu comme ça. Ce que vous voyez à l'écran sera renvoyé ici, donc il faut savoir que c'est filmé. Donc, alors il y a des gens, c'est marrant, qui ont un problème de se voir de dos parce que alors il y en a qui disent ah ben tiens je suis comme ça de dos. Alors il y a une petite déformation parce que vous êtes debout et puis comme on fait Superman, on penche un peu les jambes. Et donc ça leur étrécit les épaules et ça élargit un peu le bas. Alors là aussi, il peut y avoir des personnes qui sont un peu mal à l'aise avec le fait d'être légèrement déformé par l'image. Ça s'appelle une anamorphose en optique, mais c'est pas très gênant, c'est plutôt rigolo. Et par ailleurs, l'expérience elle dure moins de 3 minutes et elle permet vraiment pour certaines personnes de se sentir vraiment immergées. C'est toute la question de l'immersion qu'on travaille, on n'en a pas trop parlé, mais l'immersion, c'est voilà, on prend une combinaison, le tuba, et on va dans le bocal. Là, c'est le cas de dire, on est dans un bocal, donc on est vraiment littéralement dans l'immersion. Je te propose de faire passer une personne qui voudra bien. Donc Kevin va se diriger vers la porte, et ceux qui veulent essayer, donc à l'accompagner ou venir avec lui, voilà, je vous en prie. Et l'avantage aussi, c'est que cette expérience, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de jeu où on réussit, on perd. On est tranquille. C'est une expérience de vécu. Voilà, voler. Pour certaines personnes, elles n'auront pas trop l'impression de voler. Pour d'autres, un peu plus. Donc voilà. Et puis, éviter un peu les astéroïdes. Mais il y en a qui décident de foncer dessus parce que c'est rigolo, il n'y a pas de risque. Donc voilà, on n'est pas de score, il n'y a pas d'échec finalement. Parce qu'on a voulu échapper aux logiques du jeu vidéo strict où c'est vrai qu'on est très conditionné dans notre comportement. À réussir ou échouer et puis à vouloir influencer le monde. Vous allez voir un petit peu l'expérience, on a vu des vidéos. On n'influence pas le monde, on n'est pas là pour bouger les pierres, pour casser les briques, pour faire des choses. Donc ce qui va se passer se passera du côté de l'écran gauche, si tout se passe bien. Donc là il apparaît la personne qui dans le principe est donc isolée du monde environnement parce qu'elle ne voit que les deux écrans devant elle. Du coup, on a quand même une bande son, c'est un peu de musique, enfin pas de musique, un bruit d'univers qui favorise l'immersion et puis des instructions qui vont être données. Alors, c'est un casque sans fil, alors c'est pas un casque de réalité virtuelle, c'est un casque pour voir des films de cinéma. Parce que le casque de réalité virtuelle, vous pouvez bouger la tête dans tous les sens. Là, vous avez juste un écran devant vous, comme si vous étiez au cinéma. Et si vous bougez la tête à gauche ou à droite, l'écran il vous suit. C'est-à-dire, il n'y a pas évidemment. Alors, on croise les doigts pour que ça fonctionne, évidemment. Puisque l'opérateur Kevin est un peu sous pression, puisqu'il sait qu'il a observé et l'expérimentatrice qui a extrêmement bien voulu voir les choses là. Est-ce qu'on voit l'image, sans fil, avec fil? On ne sait pas ce qui se passe exactement. Alors attends, est-ce que tu veux le micro pour nous raconter ce qui se passe? Dans ça, vous aurez produit l'opérateur. Je vais passer le micro. Je vais te raconter ce qui se passe. Alors, donc là, on est en train de régler le casque, en fait, le casque qu'elle va utiliser, donc on fera que pour une meilleure application possible, l'univers soit fluide. C'est bon? Qu'est-ce que vous voyez? Alors normalement, elle doit voir l'écran de droite, si je ne me trompe pas, elle doit avoir une image figée.
Parce que en fait, nous, on a besoin de savoir ce qu'elle voit. Parce que vu que, je sais pas, un écran télé, on peut se mettre autour, hein, son casque. Donc en fait, là, l'image à gauche, c'est exactement ce qu'elle voit. Donc il y a une quinzaine de secondes dans lesquelles elle ne voit qu'un paysage. Et la voix, parce qu'il y a des instructions qui disent voici un nouveau monde. Alors, voici un nouveau monde, ça montre bien que c'est quelque part mis ailleurs. J'ai allumé le son normalement, hein, mais si moi je lui fais la voix, c'est mieux quand c'est branché. Et tu l'as lancé là, le sort alors. Donc, bon voilà, on a s'habituer, c'est on tue l'application pour la faire ressusciter. Et il démarre le truc par ailleurs. Tu commandes un des problèmes, hein, comme ça on comprend ce qui se passe là. Alors là, je suis toujours en train de brancher le son, donc ils sont en train de négocier. D'accord. Et on va pouvoir lancer l'application. Voilà, donc Unity 3D, c'est le moteur avec lequel on a fait le jeu. C'est un moteur, c'est un logiciel qui fait tous les jeux actuels sur plateforme mobile, tablette. C'est vraiment le gros moteur généralisé, donc c'est très pratique pour réaliser ce genre d'expérience. Du coup, je vais vous demander de lever les bras, comme un horizontal. Comme en croix. Voilà, Il y a la Kinect de capter les mouvements. alors la Kinect, c'est sur le pied derrière elle. C'est un système qui filme en infrarouge la personne et qui aussi filme en vidéo pour la publicité. C'est bon? Alors, du coup, je vais pouvoir lancer la simulation. Ah, il appuie sur un bouton qu'on voit pas, parce que lui il a deux écrans, donc c'est comme moi ici, là, vous voyez, l'écran de gauche est caché parce que le public ne voit pas. Ça tourne, voilà. Donc elle apparaît et on lui dit voici un nouveau monde pour. Alors, donc là, il n'y a pas les instructions. Donc tu lui dis à l'oral. Alors, vous êtes dans un nouveau monde et du coup, pour le découvrir, vous devez mettre les bras à l'horizontale. Voilà, de part et d'autre. Alors, il se passe une séquence de lévitation, c'est-à-dire que ça petit, et hop, la bascule avec la déformation légère du corps. Si vous les tournez, vous gardez les bras bien alignés et vous les inclinez à droite ou à gauche. Voilà, et là, elle tourne dans le sens que vous désirez. Si vous souhaitez monter, vous levez les bras au-dessus de la tête. Les deux bras vers le haut, voilà, l'altitude augmente. Et si vous voulez descendre, les bras vers le bas. Voilà, les bras vers le bas. On change le stationnaire du coup comme un avion. Voilà. Donc, il y a une phase de vol libre où la personne s'expérimente. Voilà, la personne s'expérimente et parvient à donc un peu apprivoiser le vol et découvrir les sensations qui vont avec. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est libre et là, brusquement, il y a un paysage qui est modifié. Et une sorte de montagne avec un défilé, c'est une épreuve, enfin en tout cas un événement. Et elle peut quand même bouger. Alors vous pouvez bouger vers la droite, vers la gauche. Hein. Avec les bras, vous pouvez modifier votre... Voilà. Parce que on s'aperçoit que les gens restent un peu statiques, mais ils peuvent bouger. Et là, la caméra se rapproche. Vous voyez, c'est un point de vue un peu plus près, un peu plus proche, pour favoriser une meilleure identification. On a voulu tester un peu parce que sinon on avait un phénomène un peu bizarre de seuil. Alors là, le défilé est fini et vous voyez, l'avatar est remis devant avec la distance voulue et le vol libre à nouveau. Ici l'épreuve, ça y est, elle s'en est pris un, des astéroïdes, une épreuve qui, alors il y a plusieurs stratégies, on peut monter d'altitude, on peut essayer d'aller à droite et les astéroïdes sont programmés pour essayer de suivre. Et c'est là où on a des capteurs pour essayer de voir si le corps réagit de manière un peu plus... Alors on lui a pas mis parce que c'est un peu plus d'installation et ça demande un protocole scientifique. Et donc là on a des capteurs et voilà. Et c'est quand la personne rentre, l'opérateur rentre, qu'on s'aperçoit bien qu'on était ici devant l'écran. Et tu peux peut-être l'interviewer gentiment, hein, si avec le micro tu peux lui demander 2-3 choses. Il faut aller rechercher le micro, bravo mademoiselle. Juste un commentaire. Alors évidemment, quand c'est avec le grand public, on n'a pas la parole. Alors, comment vous avez vécu ça déjà? C'était bien, c'était bizarre, j'avais l'impression que c'était rien avant. De tomber, c'est-à-dire de juste vivre ou juste votre corps? Du coup, vous avez capté de la réalité virtuelle et vous étiez dans un environnement virtuel?
Oui, mais quand c'était pas moi, je faisais dans des émissions. Et du coup, votre sensation par rapport au vol, est-ce que vous avez l'impression de voler ou de voir quelqu'un qui vole? Voir quelqu'un qui faisait des émissions. Ok, merci beaucoup. Donc, parfait. Si quelqu'un d'autre veut essayer, il peut y aller. Donc, super. Alors, bon, donc là, on est un petit peu en mode démo. Vous voyez, on a un dispositif qui est un peu spectaculaire, d'une certaine manière. Étienne Périni, ici présent, a fait des bornes interactives depuis assez longtemps. Quelqu'un veut essayer? Donc là, c'est ouvert à qui veut. Si personne veut essayer, on va désigner un volontaire d'office. Si vous voulez. Un, deux, trois. Je pense que monsieur est revenu, parce que j'ai vu avec intérêt ce qui se passait. Et ouais, alors c'est une petite expérience. Alors évidemment, quand on a déjà vu quelqu'un voler, ça influence. Donc quand on fait l'expérience scientifique, on ne dit rien aux gens. On dit voilà, vous allez vivre une expérience qui va durer quelques instants, et on ne le dévoile pas, parce que ce serait ce qu'on appelle une induction, c'est-à-dire qu'on les inviterait à... ça les influencerait, ce serait une influence. Donc on essaie de ne pas trop influencer les gens, mais quand on est en médiation, comme ici, pardon, c'est-à-dire qu'on explique, et bien évidemment, on a très envie de montrer à tout le monde, et donc on a les fameux retours écran qui permet que chacun voit le spectacle. Et ça devient une attraction. Ça devient une attraction pour elle, comme quand vous regardez le monsieur là-bas qui joue à la voiture Formule 1. On est dans une logique assez spectaculaire. Alors, on a déjà essayé avec aucun retour vidéo. C'est-à-dire, les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils disent qu'est-ce qu'il fait devant l'écran là. Et c'est assez rigolo. On pourrait même faire un test. D'après vous, que fait cette personne? Alors, maintenant, il trouve assez vite qu'il va gagner. Mais bon, quand on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas certain. Et puis il y a des gens qui sont sensibles au mal de mer, au mal de vol. Le vol, c'est mal. Et d'autres qui sont pas du tout réceptifs à ça. Alors là, l'expérience recommence. Vous avez entendu les consignes auprès de la personne. Alors attendez d'être suivi. Enfin voilà, là il n'y a plus de réglage de la Kinect. Et alors, avec l'immersion, donc là, on est dans l'idée, on oublie le monde qui est autour de nous. Alors c'est un peu difficile aussi parce qu'avec le bruit, les gens, il faudrait qu'il y ait des bouchons dans les oreilles pour oublier qu'ils sont ici. Donc il y a l'influence un petit peu du milieu extérieur, mais dans un laboratoire mieux contrôlé, comme on dirait, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, et donc une fois qu'on a mis le casque et qu'on entend le son, on est très immergé. On est vraiment plus ici, et c'est un petit peu l'idée de la téléportation. Alors, vous avez tous vu Star Trek, ils rentrent dans une cabine de douche et hop, ils disparaissent, ils se retrouvent ailleurs. C'est vrai que la réalité virtuelle utilise un peu cette métaphore. Des soucis, Camille? Tu lances? On t'attend, du meuble, comme on dit à la télé. Donc la téléportation, c'est un petit peu la séduction qu'a apporté la réalité virtuelle. C'est que vous êtes dans le métro, vous mettez votre casque et pouf, ça y est, vous êtes au bord de la mer, vous êtes ailleurs. Donc là, la personne se voit de dos comme un avatar, donc devient avatar en tout son sens, et puis elle peut tester les différences. Alors vous voyez que l'écran, l'image du paysage défile. C'est ça, on a l'impression de survoler un paysage. Alors il faut monter pour que la chute, parce qu'il y a un plafond haut, il y a un plafond bas, pour éviter que les gens viennent s'écraser sur le sol, doucement. Voilà. Et puis il y a des sensations un petit peu particulières quand on chute, ou qu'on fait des grands virages, ou qu'on arrive comme ça à raser au sol. C'est comme un peu dans les cartes, quand vous êtes dans une petite voiture, ras du sol, ça va beaucoup plus vite que si vous êtes dans un 4x4. Donc il y a un effet en fonction de l'altitude, on peut dire, de la proximité. Vous avez évidemment un certain plaisir à ça. Alors une fois que la montagne arrive, la personne est un petit peu guidée automatiquement dans le défilé. Alors c'est un peu frustrant parce que elle se dit moi je voudrais aller ailleurs, mais là c'est obligé pour que les gens aient la même expérience. C'est ce qu'on appelle un scénario. Il faut que les gens vivent la même chose. Alors selon, il y en a qui essaient de cogner ou d'éviter de cogner dans les bords. C'est un choix. Et en fait, c'est un petit peu une oppression. C'est-à-dire que là, ce qu'on essayait de tester, c'était il y a un environnement, et quand on sort du canyon, voilà, comme ici, on retrouve la liberté de vol. Et c'est vrai que souvent, les gens décrivent, parce que nous, on a fait un questionnaire où les gens racontent à chaque étape ce qui se passe.
Et donc là, les gens décrivent « Ah, je me suis senti beaucoup plus libre ». Et puis, alors, évidemment, pas de chance, il se passe quelque chose de nouveau, les astéroïdes. Voilà, alors, il faut les éviter sur la gauche ou la droite, ou les enfiler. Il y a des personnes qui préfèrent se précipiter dessus. Voilà, là vous êtes un peu trop bas. Ils ont un rayon d'action, hein, donc parfois on a l'impression de les éviter, mais ça marche quand même. Et puis à un moment donné, l'épreuve est terminée, puisqu'elle elle est minutée pour durer 2 minutes 40 à peu près, pour qu'elle soit égale pour tout le monde. Et à la fin, l'écran noir apparaît et on peut sortir de la zone. Et alors, il ne faut pas oublier le boîtier de la poche parce que c'est un boîtier Wi-Fi qui lui permet de ne pas être câblé. Parce que si on est câblé, ça contredirait un petit peu. Alors, il faut éventuellement demander un peu. Alors, comment vous avez fait ça? C'est très bien, qu'on a vraiment l'impression de voler. Je trouve que Quelle était votre partie préférée durant le vol? J'ai plutôt celle que j'ai le moins aimée dans la partie canyon, justement, parce qu'on ne nous pas dit que ça avançait pas. On n'avait pas la même sensation que quand on est au-dessus de la Terre et des nuages. D'accord, donc deux parties bien, une partie de présence. Ouais, très bien. Vous avez des remarques, peut-être, des questions? Non, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà, alors après, il y a des personnes qui sont plus sensibles au fait qu'un astéroïde les touche. Il y en a qui ont l'impression que le petit personnage bleu, c'est un. Alors, qui veut essayer? Donc, alors, l'avantage, c'est qu'à n'importe quel âge, nous, on a vu des gens de 80 ans, 85 ans, enfin voilà, on a plus âgé, ça doit être le bon coup chaud, 84. Et puis, alors, il y a une limite d'âge pour les jeunes, parce que c'est vrai que le casque est un peu gros, c'est pas un petit casque. Et du coup, vous pouvez y accéder que si votre tête permet d'obturer la vision. Merci pour votre attention, hein, donc c'est un peu une présentation de... Non, mais c'est tout à fait important, on a du mal à lutter avec nos avatars volants face à des ballons qui roulent, des gens qui courent bien derrière, mais on a donc on a la possibilité d'essayer ou pas, je crois qu'on a fait 2 essais, c'est pas mal. À partir de là, ce que je pensais, c'était un petit peu reboucler pour ceux qui n'avaient pas vu le début, hein. Et puis expliquer aussi le lien avec la Cité des Sciences. Et bon, la Cité des Sciences, depuis très longtemps, a fait des bornes interactives. Hein, ça fait partie de l'innovation dans les musées, visiter, expliquer, rajouter des informations. Mais le vidéodisque, je ne sais pas, pour certains qui sont plus âgés s'en souviennent, c'était une sorte de super magnétoscope avec un disque qui tournait. Et on pouvait changer d'image, voire avoir des vidéos différentes dès les années 80. Donc Étienne Pérény, présent, a programmé des vidéodisques dans les années 80, y compris pour la Cité ou ce genre de soucis. On pouvait déjà, même c'était avant les ordinateurs, tout ça, donc on pouvait faire des visites virtuelles, donc se balader dans un bâtiment, dans une cité, etc. Évidemment, l'image fixe, d'une manière disons un petit peu schématique dans l'ensemble, mais enfin c'était quand même des choses qui auguraient cet avenir dans lequel on se trouve actuellement. Voilà, et du coup c'est vrai que des dispositifs genre remontables comme les jeux en ligne, maximum multijoueurs, sont très solitaires et conduisent à ce que des personnes, les parents par exemple, se sont inquiétés de voir leurs gamins enfermés à domicile en permanence devant leurs écrans en train de gagner des lits supplémentaires dans des mondes en ligne. Et la Cité des Sciences a fait partie de ces institutions qui ont décidé de prendre le jeu vidéo à bras-le-corps comme un nouveau média pour l'interroger. Et on a eu le Grand Palais, en France, je fais partie des chercheurs entre les jeunes qui ont favorisé la compréhension, la recherche. Alors la recherche ici c'est assez compréhensible, on se dit je prends un astéroïde dans la figure, est-ce que mon corps sursaute? Voilà, c'est très physique, c'est très physiologique. Je me vois à l'écran, est-ce que je m'identifie? C'est-à-dire, est-ce que je me reconnais? A priori, oui. Mais là, c'est vrai que quand on joue un chevalier en armes, est-ce qu'on s'identifie? Les psychologues se sont inquiétés de se dire est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce qu'on va se prendre pour un autre? Est-ce qu'on va avoir des troubles de la personnalité si on se développe étant jeune avec des jeux comme ça? Et donc, il y a eu une grosse partie de la recherche en sciences humaines et sociales, comme on l'appelle, donc psychologie, sociologie, psychanalyse, psychiatrie, mais aussi économie, histoire, toutes les sciences humaines et sociales qui se sont à un moment donné ont accepté que le jeu vidéo soit un sujet de recherche.
Parce qu'au départ, on dit tu vas faire un test sur des jeux vidéo, ah bah d'accord, super, tu vas jouer toute la journée, et puis tu feras un gros bouquin, et puis on dira non, c'est vrai que c'était pas tout à fait légitime. Évidemment, les mentalités évoluent, l'université s'adapte et accueille énormément d'innovation, et donc c'est devenu normal d'étudier les jeux vidéo. Alors on a des chercheurs, je co-dirige des thèses, j'ai moi-même des thèses qui passent des heures et des heures à étudier ce qui se passe là-dedans, dans ces mondes virtuels. Et c'est assez complexe, c'est très riche, et ça nous enseigne sur aussi l'adaptation de l'être humain aux environnements complexes. Parce que pour jouer très bien à ces jeux, c'est des centaines d'heures d'apprentissage, d'optimisation, donc c'est très très compliqué. Nous, avec Devenir Avatar, on a décidé de simplifier au maximum les choses. C'est-à-dire d'enlever tout le jeu. Voilà, donc c'était ça l'enjeu, c'est que à la fois que ce ne soit pas un jeu dans toute sa complexité, mais que ce soit les réels ressorts qui soient mobilisés. Et donc de faire très simple à la fois pour que n'importe qui puisse s'approprier l'action qu'il faut faire, un peu maîtriser, parce que par exemple, pour maîtriser un jeu tel que vous l'avez vu là, ça prend un certain nombre d'heures avant que la personne puisse manipuler son avatar comme il faut, etc. Donc c'est vrai que nous on a simplifié énormément les choses, qu'on a pris aussi un parti que il n'y a pas un environnement où il faut faire des choses extraordinairement complexes. Là c'est juste une chose un peu extraordinaire qui est le voler. Mais c'est une chose relativement simple. En plus, le vol, c'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de gens qui, dans leur rêve, ont déjà volé, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu cette démarche-là qu'on essaye de nous présenter, là, qui est une démarche interdisciplinaire. Donc, en fait, moi, je suis plutôt du côté de l'image, de l'information et de la communication, qui est un champ et de l'art. Ce sont deux champs un peu à la fois dans la réalité et puis dans l'université. Mais on collabore avec des gens qui sont des neurophysiologues ou des psychologues qui s'occupent de la cognition ou du comportement, de ce qui se passe dans ces mondes virtuels. Et donc l'enjeu c'est aussi de travailler avec des ergonomes, des designers qui vont confirmer ce que l'on fait dans nos méthodes. Ici, vous avez vu que maîtrise, facilité de contrôle 67%, parce que c'est quand même assez simple. C'est tout la révolution du sans-fil et de la commande gestuelle, analogique. Implication du fait de recevoir du dos. Donc, il y a un autre doctorant qui travaille en disant si je vois un robot, si je vois une combinaison, si je me vois moi, est-ce que c'est mieux? Dans quel cas c'est mieux? Alors, c'est ce qu'on appelle l'autoscopie, le fait de se voir soi-même. Il y a des gens que ça met à distance, il y a des gens que ça rapproche, donc il faut voir un peu la configuration. Est-ce que je me sens en phase avec son avatar vidéo? C'est l'idée de est-ce que c'est fluide? Est-ce que est-ce que ça me dérange? Parce qu'il y a l'histoire de l'uncanny valley, c'est la vallée des franges, quand on a un personnage trop proche de soi, trop réaliste, ça peut déranger. On l'a avec la vidéo, ça se passe bien. Et puis l'engagement dans l'activité, c'est la notion d'engagement, c'est faire l'activité. Alors, les perspectives concrètes, on peut imaginer, Alain Berthaud de Collège de France a déjà imaginé d'utiliser ce système avec des patients qui ont des problèmes de spatialisation pour faire l'art, et qui vont se resynchroniser pour être mieux orientés dans l'espace. On peut avoir aussi des exemples de formation, quand on se voit soi-même en formation, est-ce que c'est mieux? Donc 4 vidéos comme ça qui pourront être déduits. Et le mix de vidéo, ça pose une petite question. Quand je me vois en vidéo, est-ce que ça dérange parce qu'on a l'habitude de des pixels, ou au contraire, est-ce que la vidéo est un vecteur encore plus impliquant? Voilà, donc ça c'est un poster que je suis en train de vous montrer, c'est avec ça qu'on présente dans les salons professionnels. Pour expliquer en quelques lignes ce qui fait l'objet de l'article beaucoup plus complexe. Alors je vois que Kevin est en train de faire une nouvelle personne, un nouveau passage. Donc il y a une distance particulière à adopter par rapport à la config. Il faut que la personne aussi se prête à l'équipement, même si ça dérange. Alors nous on a en plus des capteurs, vous imaginez que vous mettez des capteurs sur le corps,
on a déjà eu des problèmes avec des gens qui disaient que moi je ne veux pas qu'on se touche, ou alors même des chercheuses, collègues, qui étaient très choquées qu'elles doivent éventuellement couper les yeux voilà, ce soir, parce que techniquement, oui, Ciel, on s'entend, hein. Non, c'est plus, ça va décent. Voilà. Mais c'est ça, ce qui se casse, bon bah il y a quand même des reflets, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des reflets qui passent, ça fait pas mal perturber certaines personnes. Donc on va essayer de détendre le casque, mais globalement c'est un bon casque. Tiens, c'est bon Kevin, tu veux le micro? Allô qu'est-ce qui se passe derrière ton casque? Non, la question a été est-ce qu'on a une version anglaise? Et effectivement, on n'a pas de version anglaise des commandes. Donc, on traduit, hein. C'est une version anglaise. On a tout expliqué, oui. Là, je vais faire la traduction. It's very easy, I can explain. Kevin, lance le truc et tu vas essayer, tu vas lui dire, lance l'application. Ah, de toute façon, juste en bougeant, on va vite s'apercevoir. Hein, voilà, donc il lance l'appareil Unity. Alors l'univers apparaît, hein, donc c'est un monde qui ressemble quand même à celui de peut-être d'une autre planète, Mars ou autre, mais c'est un monde qui en gros avec la couleur du ciel n'est pas le nôtre. Alors évidemment à droite là vous voyez un peu l'explication en clair, hein. C'est la vidéo qui tourne en boucle à droite, je vais peut-être la couper pour la personne apparaît, on lui dit put the arm, move your arm to move your arm, voilà, pour avoir la lévitation, pour récupérer l'élévation. Alors les gens ressentent parfois des choses importantes à un moment de décollage. And move at right or left your arm. Bouger comme ça, alors comment dire, in cross. Il a pas eu. Up, move your arm up if you want to take. Comme ça. Like an airplane, move like an airplane. Imagine you're an airplane and move your arm like an airplane. Up to win altitude. Alors dans ces cas-là, il faut montrer à la personne avant qu'elle mette le casque. Comme ça tu dis up, down, left, right. Parce que là c'est impossible une fois qu'elle a le casque, c'est impossible. Mais c'est pas grave parce qu'on est porté par le mouvement et ça a été fait justement pour que, y compris ce genre de difficultés de communication soit géré, puisque la personne, voilà, à moins que comme certains qui ont très peur, et ça arrive, il y a des gens qui ont très peur qui bougent plus. Alors quand ils bougent plus, bah, c'est sûr que l'effet est un peu différent. Et certains, grâce à la menace, vont bouger. Move your arm in... Voilà, et vont bouger, hop. Non mais c'est impossible, une fois il faudrait qu'on ait la phrase clé et puis qu'on la traduise. Hop. Et c'est bien que la cité soit internationale, on va s'y préparer, on va faire toutes les versions. Et la citer à l'oral, tout simplement. Et voilà, bon, là, je crois qu'à la fin, il a compris par un effet tout simplement de modification du paysage ce qui se passait. Mais on va quand même lui poser la question de ses impressions, si le micro veut bien fonctionner. Comme ça, au moins, on montrera la dimension internationale du projet grâce à lui. Et peut-être que ça peut être son accompagnante ou maman ou amie qui... puis pourra lui poser quelques questions et il peut répondre en anglais, ça nous fera du bien. Un, deux, le micro fonctionne? Un, deux. Voilà. Donc, ask, what do you think about the experience? Elle va traduire Ok. en français. Bah vas-y, fais-le dans la traduction. Alors, comment tu as vécu du coup l'expérience malgré le manque d'explication? Alors prends le micro, j'aimerais bien l'entendre en anglais. Tu lui passes le micro comme ça, on l'a. L'expérience, alors, est-ce que tu avais l'impression de voler ou de...
Tends-lui le micro qu'on l'entende. Ok. D'accord. Quelle partie est-ce que ça arrive en espace? Le début. Non, on va s'arrêter là, impeccable, merci beaucoup. Voilà, donc effectivement, ici, on est dans un espace d'expérimentation jeux vidéo, donc les personnes ont tendance à vouloir essayer cette attraction comme si c'était une attraction. Alors c'est un petit peu la difficulté, c'est que Kevin doit parfois décevoir des gens en leur disant, bah, écoutez, tout le monde ne pourra pas passer quand vous avez une classe de 50 individus, c'est pas facile, et puis on doit aussi expliquer aux gens que pour passer, il faut accepter de répondre au questionnaire. Et le questionnaire est présent sur un ordinateur et il met une bonne vingtaine de minutes à être rempli. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un peu challenge parce que les gens ont envie de profiter de la journée. Tu peux l'allumer ? C'est un 10 minutes après. D'accord, bah, je vais passer mon... Et si, mon truc fonctionne très bien. Donc si tu avais un truc à dire... D'accord. Alors, à ce stade, donc, je disais que les gens doivent comprendre qu'on est dans un espace de recherche, d'expérimentation. On a un enjeu et une philosophie de projet dans laquelle on va améliorer la manière d'expliquer. On a évidemment l'habitude, puisqu'on a déjà fait passer 350, 400 personnes, mais ici, c'est un autre contexte, donc c'est intéressant de le relier avec les mesures qui existent à droite à gauche. Et enfin, toi, Amine, peut-être que en tant que co-concepteur de l'espace, sachant que les données ici, on ne va pas pouvoir les restituer aussi directement, que le dispositif des autres bornes le permet, et on va être amené à fabriquer un accord de consentement de comité d'éthique pour permettre que les gens essayent et acceptent de donner, d'offrir non pas leur corps à la science, mais leur donner au moins, et leurs commentaires et leurs vécus. Et enfin, dans l'idée d'une résidence, on a un petit peu une animation, comme aujourd'hui, on peut en faire une, mais peut-être des idées qui vont nous être soufflées, des remarques qu'on n'aurait pas imaginées, puisque la diversité des publics de la cité le permet. Donc peut-être que toi qui nous aide à déployer cette résidence, qui est aussi chercheur, autant que médiateur, tu avais quelques remarques avec ce qu'on a dit. En tout cas, je te donne la parole. Les remarques, les différentes remarques que je peux faire, c'est ce dispositif en fait dans la salle, il sera, comme tu l'as dit, Étienne, en fait, il sera pris en fait comme un dispositif de démonstration et toute la phase recherche en fait, ça va arriver au fur et à mesure, puisque c'est l'une des premières fois que il y aura une recherche comme celle-ci en fait à la Sciences où on peut le faire quand on veut et on peut et en fait on va prendre un public varié et très large. C'est ce qu'on a voulu faire d'ailleurs aussi nous avec les écrans, mais la différence qu'on a avec les écrans, c'est qu'avec les écrans il n'y a pas d'opérateur, alors que là il faut un opérateur, donc ça demande en fait un accompagnement, alors que sur l'écran il n'y a aucun accompagnement parce que c'est tout automatisé, là ça ne l'est pas. Je trouve que c'est un projet qui est très intéressant et qui mérite vraiment d'être connu et d'être augmenté, dans le sens où quand on aura la vraie salle d'expérimentation, puisque là c'est un prototype de salle pour l'instant, on pourra, à partir de ce moment-là, on pourra mieux cadrer en fait et mieux promouvoir les tests et études. Ce qui n'est pas encore le cas là, puisque là on prépare un certain nombre de choses. On fait c'est la première présentation de la statistique, et donc il y a toutes les étapes qu'on va devoir construire avec la cité entre nous pour que ce soit de mieux en mieux et pour que le public comprenne ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas le chose évident, et que nous on se calme au public puisque comme je peux voir là, le public va et vient. Et donc il n'y a pas un public constant qui reste comme une conférence, ce qui n'est pas le cas. Et donc il faut expliquer à des nouvelles personnes qui arrivent pourquoi c'est comme ça. Donc il y a tout un cadre à créer, à faire, qu'on est en train de construire pour promouvoir la collaboration avec des publics variés. Donc voilà, ça permet les micro-plages. Donc juste pour dire aussi, il y a toute une connaissance, enfin nous on est un peu convaincus qu'il y a
une curiosité, une connaissance du grand public qui n'est pas toujours très exploitée, et inversement, il y a une recherche scientifique à la pointe qui n'est pas toujours bien comprise. J'en veux pour preuve l'histoire qui a un petit peu aussi inspiré l'idéologie d'Étienne, parce que Étienne Périni, en tant que chercheur, fait de la veille, et donc on avait aussi avec Alain Berthaud au Collège de France compris qu'on aurait plus qu'un interlocuteur, un grand scientifique de nos contemporains qui réfléchit aux sensations de sortie du corps. Alors les sensations de sortie du corps, j'en parle un peu pour conclure parce que ce sont des impressions bizarres dans lesquelles les patients se voient de l'extérieur, ou sont sortis de leur corps, soit parce qu'ils ont eu un accident, soit parce qu'ils ont un trouble de la perception, ou un trouble neurologique. Et donc là ici j'ai montré la page d'une page du New York Times dans laquelle vous pouvez constater qu'il y a une petite image de l'expérience célèbre d'un chercheur avec qui travaille à la fabrique de Blanqueux, qui donc consiste à mettre un participant avec, vous voulez la commenter peut-être? Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait, où c'est à partir de là qu'on a eu un certain nombre d'idées. Mais là, il ne s'agit pas du tout d'un monde virtuel. Il s'agit du fait qu'il y a une personne donc, qui est filmée, et en fait, ce qu'elle voit dans son casque de réalité virtuelle, c'est lui-même devant lui. Et l'expérimentateur, vous voyez deux bâtons. Hein. Et avec les bâtons, il y a quelqu'un qui va se trouver à côté de la caméra et qui va toucher la personne dans le dos. Une fois que la personne, à la fois est touchée et se voit devant lui toucher, à un moment, cette espèce d'impression de sortie du corps se met en place. Et ça a été prouvé par des questions sur la distance, sur l'angle on leur demandait de se déplacer, de se voir, etc. Donc par un peu recoupement, effectivement, cette expérience s'appelle une expérience de sortie du corps provoquée. Alors il y a d'autres manières de provoquer ça qui sont un peu plus hardes. Il y a un certain nombre de patients qui sont épileptiques et qui ont des électrodes implantées dans le cerveau pour les soigner de leur épilepsie. Et effectivement, à certains endroits, s'ils sont simulés, ils ont cette impression de se voir en dehors de leur corps. Donc c'est un domaine tout à fait intéressant qu'on a essayé d'appliquer à l'étude de l'avatar et de l'immersion avatariale, de la projection, de l'identification, etc. Alors, moi de mon côté, pour conclure, autour des jeux vidéo, si vous préférez, il y a une extraordinaire variété de jeux vidéo. C'est extrêmement difficile de donner des généralités. Mais pour autant, on a affaire à des univers programmés qui font illusion de continuité spatio-temporelle, voilà, d'espace un temps, et qui aménagent une place, une responsabilité à l'utilisateur, voilà, dans un logique ludique. Il est vrai qu'un des gros enjeux des recherches actuelles, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une possibilité de réexploitation des expériences virtuelles que l'on réalise? C'est un petit peu la thématique entre guillemets du serious game, du jeu sérieux, d'un jeu qui serait utilisé pour des propos utiles. Mais au-delà du jeu sérieux, c'est ce qu'on appelle le serious playing, c'est-à-dire que l'activité ludique dont on pourrait tirer quelque chose plus tard. Et on voit bien comment, pour dépasser des débats un peu stériles, ou en tout cas toujours identiques sur la violence des jeux vidéo, libère-t-elle ou fait-elle qu'il y a moins de violence, ou l'augmente-t-elle, nous on est plutôt sur la question des compétences corporelles, hein, sauter, courir, mais aussi des compétences plus abstraites, hein, parce que là on a l'image où il n'y a quasiment pas d'interface, mais vous le savez, dans les jeux vidéo, vous avez des interfaces avec des cartes, des chiffres, et plein de données abstraites qui renforcent les choses. Vous voyez, Étienne ? D'accord. Et donc, de ce point de vue, la question de comment est-ce qu'on exporte, comment est-ce qu'en fait, voilà, on a des millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui, avec ou sans avatar, avec ou sans désir ou volonté de s'en servir plus tard,
nous, on estime que si on arrive à identifier les mécanismes de très bas niveau physiologique, donc le corps corporel, ou cognitif, donc le traitement de l'information, voire même émotionnel et sensuel, sensoriel, qu'on arrive à identifier ces mécanismes, on aura peut-être la possibilité de donner aux personnes, donner aux jeunes, aux gens qui jouent, des prises, des moyens de récupérer leur expérience pour d'autres usages. Et on voit bien qu'à l'heure où les voitures ont des cockpits habités avec de la réalité augmentée, où la réalité virtuelle s'embarque un petit peu dans tous les espaces, l'avion et autres, on a un enjeu d'exploitation de ces technologies. Tout à fait. Et donc, il y a aussi des possibilités d'application de ce genre de dispositif qui vont évidemment se faire. Donc, c'est cette histoire de réalité mixte. Donc, imaginez que quelqu'un est en train de s'entraîner à intervenir dans une centrale nucléaire quand il y a un danger, il y a des radiations, des machins. Donc, évidemment, on ne va pas arrêter la centrale pour qu'il puisse s'entraîner. Donc, et que alors là, la vraie question, c'est que est-ce que c'est mieux de se voir faire quelque chose et est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Est-ce qu'on va mémoriser correctement de ce qu'il faut faire en se voyant faire, ou est-ce qu'il faut être dans ce qu'on fait actuellement, c'est en vision subjective et avoir des manettes, des trucs, des machins pour manipuler? Parce que bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir comment, effectivement, dans toute cette réalité virtuelle, où les avatars, où les personnes, la télétransportation, tout ce que vous voulez, va dans 5-10 ans être notre pain quotidien, dans le travail, dans l'entraînement, dans la téléachat. Même maintenant, vous avez des choses où on est en train de vous habiller pour essayer un vêtement, etc. Quand votre salon va devenir un endroit virtuel dans lequel vous êtes en train d'agir et ça se trouve sur Mars, par exemple. Voilà. Donc on essaye de comprendre un petit peu ces choses-là. Et bizarrement, pour le public, ça passe souvent à une simplification et un côté peut-être plus rustique, plus rudimentaire, plus simplifié, plus basique. Parce que bien sûr que tout le monde a envie d'avoir des jeux très sophistiqués, très beaux. Mais nous, on a misé sur une science qui est assez accessible, qui est très basée sur des technologies abordables, avec bien sûr des variables de laboratoire plus coûteuses, mais que le public peut fréquenter. On a aussi décidé de le relier avec des enjeux comme le pilotage de drones, ou le pilotage de robots futurs, dans lequel finalement le corps du robot est un avatar, une forme d'avatar, et que donc ce que Étienne Périgny appelle l'avatarisation généralisée, ce que moi j'appelle l'instanciation corporelle, c'est-à-dire le fait que notre corps s'actualise comme un programme dans un autre système. Les questions de vicariance, c'est-à-dire de compensation des sens les uns par rapport aux autres, tels que les étudie et les a théorisé Alain Berthoz. Donc toute cette problématique du dédoublement de soi par la technologie et de l'amplification ou la diminution de ses capacités d'agir à travers des objets et des images, en l'occurrence plutôt des images, c'est évidemment assez abstrait, mais ça peut avoir des aspects d'application très concrets. On est aussi très heureux de collaborer avec le monde de la réalité virtuelle. Je cite pour finir cette animation conférence le monde de Laval Virtual, le salon Laval Virtual, qui donc dans notre bonne ville de Laval en Mayenne existe depuis 20 ans et fait partie de ces lieux dans lesquels on a vu les innovations, les casques, les systèmes de calcul temps réel, les bras articulés, les plateformes de compensation ou de simulation se développer. Et donc on a pu être partenaire plusieurs années avec le colloque scientifique Munich, mais aussi avec les installations. C'est pour ça que je montrais tout à l'heure cette image de notre stand en 2016, qui avait été accueillie par nos amis aussi du prix Révolution, qui est un prix de l'innovation qui se consacrait cette année-là à la réalité mixte, qui est animé par un japonais, Akiko Shirai. Et donc la possibilité d'avoir des espaces publics, à la fois comme celui-ci, on peut en famille venir questionner son plaisir pour l'automobile, les vieux jeux, les nouveaux jeux, les tablettes, mais aussi des espaces mixtes, professionnels et grand public et scientifiques dans lesquels on expérimente et on dialogue autour de ces installations.
Dernier point pour finir les quelques minutes qui me restent, c'est que nous avons pu avoir un contrat de recherche avec le Centre national d'études spatiales l'année dernière, et on était très contents pour essayer d'étudier. Là, on le voit avec la sortie de la cosmonaute simplifiée, mais d'étudier les sensations corporelles de l'apesanteur et un peu revenir à la mémoire et peut-être réactiver la mémoire de ceux qui ont connu l'apesanteur. Ou des sensations très particulières liées au vol, à la chute, au flottement et autres. Voilà, donc c'est une chance de collaborer avec des idées qui peuvent paraître un peu, pour certains, farfelues ou étonnantes, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde de l'innovation, c'est le croisement des univers, et le monde du jeu vidéo, celui de la psychologie cognitive, de la neurophysiologie, des études médiatiques, des sciences de l'information et de la communication, des neurosciences, enfin, voilà, plein de mots compliqués, mais qui correspondent vraiment à des cultures scientifiques et technologiques qu'on arrive à travers ce dispositif à rassembler aussi. Et on espère beaucoup, avec la collaboration avec Augustin ici à la Cité, qu'il y aura des appropriations de la part d'autres chercheurs qui ont d'autres intérêts, mais à travers le même dispositif et ses variantes, arriver à les mettre en question et en œuvre ensemble. Et c'est ça la force d'un dispositif quand il est réutilisé par d'autres personnes que ces inventeurs que nous sommes. Voilà, je vous remercie pour ceux qui sont passés et qui sont repassés ou qui ont essayé. Je remercie Kevin Mofis qui fait le stage de recherche pour son master brillamment réussi par sa soutenance il y a 15 jours, qui donc prend tout à fait ça à cœur. Ami de Dessa qui a conçu avec le lutin cet espace avec tous les feedbacks de données, Claire Périni qui a bien voulu se mobiliser. On aura la possibilité de refaire une animation le mercredi 11 juillet dans le même espace. Alors, là, c'était notre première animation. Alors, on sera un peu moins nombreux, mais on aura aussi des idées nouvelles, puisque chaque occasion, y compris de parole, comme celle-ci, nous fait avancer, nous permet de mieux définir la manière dont on va rentrer en dialogue avec un public qui va et vient, et c'est le propre d'un musée, qui s'arrête, qui s'intéresse, qui en retiendra quelque chose, ou qui voudra essayer dans la foulée le cadre de la réalité virtuelle et l'activité qui est proposée derrière le bocal. Voilà. Merci à tous et au plaisir.